Bonjour à tous. Bienvenue à cette première édition de Africa Unfiltered, une production de Vital Voices for Africa, VVA. VVA est un catalyseur de changement en Afrique. Basée à Lomé, au Togo, cette organisation à but non lucratif a pour mission de favoriser la résilience et de promouvoir le développement durable en Afrique. Son objectif est de renforcer et d'amplifier les voix des communautés africaines en matière de développement durable et d'impulser un changement transformateur en lançant des initiatives visant à promouvoir et à soutenir un avenir résilient pour le continent. L'Afrique subit les conséquences les plus graves du changement climatique, bien qu'elle ne contribue qu'à hauteur de 4% environ aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. Si l'on compare ce chiffre à celui de pays comme la Chine et les États-Unis d'Amérique, le déséquilibre est flagrant. La Banque mondiale prévoit que la température annuelle moyenne de l'Afrique pourrait augmenter de 3 à 4 degrés supplémentaires d'ici 2099. Mais il ne s'agit pas seulement de chiffres. Il s'agit aussi de vies humaines. Rien qu'en 2022, plus de 110 millions de personnes en Afrique ont été directement touchées par les aléas climatiques. Des inondations, des tempêtes et des sécheresses dévastatrices ont fait des ravages, coûtant plus de 8,5 milliards de dollars américains en dommages économiques. Entre les années 1970 et la période 2010 à 2019, les risques climatiques en Afrique sont passés de 85 événements enregistrés à environ 540. Les inondations, les tempêtes et les sécheresses sont devenues plus fréquentes, laissant des traces sur les communautés et les paysages. Vous devriez l'avoir deviné donc, cette première édition de Africa Unfiltered traitera du changement climatique et de ses conséquences dévastatrices en Afrique. Pour ce faire, nous avons le Dr Evans Kitui, un professionnel du développement qui a plus de 20 ans d'expérience dans la gestion de programmes et de projets, la recherche sur le développement et la stratégie. Ses principaux domaines d'intérêt sont l'énergie durable, le changement climatique et l'économie verte, ainsi que le renforcement des compétences techniques pour le développement. Il est passionné par la mise en relation des résultats de la recherche avec les politiques et les pratiques en vue d'un développement inclusif et résilient, et possède une expérience professionnelle significative en Afrique subsaharienne. Le Dr Kitui fournit actuellement des services de conseil technique sur la durabilité et la gestion des risques climatiques à une clientèle variée. Il est l'associé principal de l'Institut pour le changement climatique et l'adaptation, ICCA, de l'Université de Nairobi, au Kenya, et a précédemment occupé le poste de spécialiste de programme principal au CRDI, supervisant la programmation sur la résilience climatique et le développement économique en Afrique et en Asie. Dr Evans Kitui, merci d'avoir accepté de vous joindre à nous aujourd'hui, votre profil est très riche. Merci beaucoup. Tout d'abord, le changement climatique est un sujet que l'on entend tous les jours à la télévision, à la radio, dans les journaux et sur Internet, et dont on entend parler dans les conférences. Qu'est-ce que le changement climatique ? Je veux que nous nous rapprochions du simple citoyen de la rue. Comment peuvent-ils être affectés par le changement climatique ? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Et comment cela peut-il avoir un impact sur la personne de tous les jours dans les rues d'Afrique ? Merci beaucoup, Caleb, pour cette introduction et l'invitation à partager mon point de vue sur ce qu'est réellement le changement climatique, ses impacts et la meilleure façon d'y faire face. Le changement climatique fait référence à cette évolution à long terme des températures, des pluies ou, comme nous l'appelons, des précipitations scientifiques, ainsi que d'autres conditions atmosphériques sur la Terre. Il est principalement dû aux activités humaines, telles que la combustion de carburants fossiles, la déforestation, les processus industriels, etc., qui augmentent les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ce sont ces gaz qui, en fait, provoquent le réchauffement sur ces longues périodes.
Alors, comment l'homme de la rue le ressent-il? Il y a la sécurité alimentaire. Les changements dans le régime des précipitations, par exemple, affectent la productivité agricole, entraînant des pénuries alimentaires et une hausse des prix. La rareté de l'eau, la diminution des précipitations, la sécheresse prolongée, tout cela a un impact sur la disponibilité de l'eau, l'agriculture et l'assainissement. L'homme de la rue le ressent également dans le domaine de la santé. L'augmentation des vagues de chaleur et l'évolution des maladies, par exemple la malaria et la dengue, sont favorisées par le changement des régimes climatiques. Certaines régions où sévissait le paludisme par le passé n'en ont plus aujourd'hui, et d'autres qui n'en ont jamais eu sont devenues des zones où la maladie s'est propagée. Voilà quelques-unes des façons dont l'homme de la rue ressent la situation. Par ailleurs, en ce qui concerne les moyens de subsistance, nous constatons que de nombreux Africains dépendent de l'agriculture et des ressources naturelles pour leur subsistance, ce qui les rend vulnérables aux effets du climat. Thank you very much, Dr. Evans Kitui. I see a lot of impact in what you're saying. Merci beaucoup, Dr. Evans Kitui. Je vois beaucoup d'impact dans ce que vous dites, et beaucoup de choses que nous ne connaissons pas, et que les gens vont découvrir dans ce podcast aujourd'hui. There has been a lot of information on the news these days. Ces derniers temps, les médias ont beaucoup parlé des chaleurs extrêmes. Je sais que c'est le cas en Afrique de l'Ouest, où je me trouve actuellement, et je me souviens également d'une situation similaire en Afrique de l'Est. Et je pense que cela a même entraîné la mort de bétail, de certains animaux à travers le continent. Bien sûr, cela a été attribué au changement climatique, mais parle-nous de ce sujet. Et expliquez-nous peut-être les modèles météorologiques, les ressources naturelles ou les écosystèmes qui sont affectés par le phénomène du changement climatique. Je sais que vous en avez mentionné tout de suite, mais pouvons-nous aller plus loin, en particulier avec la chaleur extrême à laquelle nous sommes confrontés cette fois-ci en Afrique? Oui. Les gens confondent toujours la météo et le changement climatique. Je voudrais donc peut-être clarifier un peu les choses. Je dirais que la météorologie, c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Quand vous regardez par la fenêtre, que voyez-vous? Quelle est la température actuelle? Quelle est la situation des précipitations? Quel est le niveau d'humidité, etc. Ce que vous voyez à l'extérieur en termes de température, par exemple, vous donne les conditions météorologiques du moment. Ce n'est pas le climat. Le climat, en revanche, c'est le long terme. Par exemple, si je prends une période de 10 à 30 ans et que je calcule la moyenne des températures, des précipitations, de l'humidité, des vents, etc. Si je prends cette moyenne sur une trentaine d'années, cela donne le climat. Maintenant, considérez que ces données ont été prises peut-être au début du XIXe siècle, sur une trentaine d'années. Ensuite, venez aujourd'hui et vérifiez les conditions moyennes des 30 dernières années en remontant jusqu'à aujourd'hui. Vous constaterez qu'il y a une différence entre la moyenne obtenue aujourd'hui et la moyenne obtenue il y a 30 ans. Cette différence est donc le changement climatique. J'espère que cela est clair. En ce qui concerne les phénomènes météorologiques, ils sont appelés à devenir plus fréquents en raison du changement climatique. Nous pouvons parler d'événements climatiques extrêmes et intenses tels que des tempêtes, des sécheresses et des inondations plus importantes, comme celles que nous avons connues récemment dans la région de l'Afrique de l'Est. En ce qui concerne les ressources naturelles, nous nous attendons à une réduction de la disponibilité de l'eau, à la dégradation des sols, à des changements dans la disponibilité du poisson et d'autres ressources naturelles. Et puis, malheureusement, nous nous attendons aussi à voir des changements dans les écosystèmes.
Par exemple, des pertes de biodiversité, des déplacements d'habitat, ou comme au Sahel, on s'attend à voir la végétation disparaître, se déplacer vers le nord. Ou des écosystèmes stressés comme les récifs coralliens et les savanes. Nous nous attendons à ce que le changement climatique entraîne de nombreux changements dans ces régions. Merci beaucoup pour ces précisions. Nous nous trouvons sur un continent où les gens se sont habitués à une vie difficile. Un Africain ordinaire qui lutte pour obtenir un repas décent chaque jour ne s'identifiera peut-être pas à la dévastation que vous énoncez ici. Une dévastation, bien sûr, que nous attribuons aujourd'hui au changement climatique. Un Africain de la rue ne s'identifiera peut-être pas à cela parce que la vie est dure pour lui tous les jours. Il a donc parfois tendance à intégrer les effets du changement climatique dans sa vie difficile, si vous comprenez ce que je veux dire. Ils ne se sentent donc pas concernés. Pour eux, c'est normal en raison des difficultés qu'ils subissent chaque jour. Quel est le danger d'une telle situation ? Je pose cette question parce que les gens sont confrontés aux conséquences mortelles du changement climatique sans même le savoir, parce qu'ils les attribuent à la souffrance normale de sa vie. Comme vous l'avez dit, les habitants des zones rurales ne sont pas touchés de la même manière que ceux des zones urbaines. Les riches et les pauvres sont touchés différemment. Les enfants et les femmes sont également touchés différemment, etc. L'impact du changement climatique dépend donc réellement des capacités d'adaptation des personnes. Et ces capacités d'adaptation varient bien sûr en fonction du type de ressources auxquelles les personnes sont exposées. Par exemple, dans les communautés rurales, la dépendance à l'égard de l'agriculture et des ressources naturelles les rend très sensibles au changement climatique et à la disponibilité des ressources. Les citadins pauvres sont vulnérables aux vagues de chaleur, à la pénurie d'eau, qui est une conséquence majeure du changement climatique, et à l'augmentation des prix des denrées alimentaires. En effet, comme ils ne cultivent pas en ville, ils doivent acheter de la nourriture sur le marché pour venir cuisiner. Et les prix sont forcément élevés parce que l'endroit d'où provient la nourriture est touché et la production alimentaire diminue. Ils doivent donc importer de la nourriture, peut-être d'autres pays ou d'autres endroits éloignés, pour l'apporter dans la zone urbaine. Les prix sont donc forcément affectés. Les femmes et les enfants ont souvent moins de ressources et moins de mobilité pour s'adapter aux impacts climatiques. Nous voulons même parler des personnes âgées dans les communautés, etc. Ces personnes ont également très peu de ressources sur lesquelles s'appuyer en cas de changement climatique. Et puis, bien sûr, les plus touchés sont les petites nations insulaires et les zones côtières. Celles-ci sont sujettes à l'élévation du niveau de la mer et aux phénomènes météorologiques extrêmes. Je pense que nous avons vu cela se produire dans certaines zones côtières d'Afrique, même plus récemment, des pays comme le Mozambique en ont vraiment souffert, sans oublier l'île Maurice et de nombreuses petites îles de l'océan Indien. Ces derniers temps, nous avons été les témoins d'un grand nombre d'impacts terribles. Je suis ravi que vous parlez de ces situations, car ce sont des choses qui se produisent dans nos communautés. Ce sont des réalités. Et je pense que nous pouvons maintenant commencer à comprendre comment nos vies en tant qu'Africains sont réellement affectées par cette question du changement climatique. Quelque chose dont nous avons parfois tendance à penser qu'il ne nous concerne pas vraiment en tant qu'Africains. Merci beaucoup pour cet élément de réponse. Docteur Kituyi, vous l'avez dit au début, vous avez parlé des émissions de gaz à effet de serre. Et chaque fois que l'on parle de changement climatique, on fait toujours référence aux émissions de gaz à effet de serre.
La question que je souhaite vous poser est la suivante. Quel rôle l'Afrique peut-elle jouer dans les efforts mondiaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre? Mais tout d'abord, j'aimerais que vous nous en disiez plus sur ces émissions de gaz à effet de serre. De quoi s'agit-il exactement? Pour que nous puissions mieux comprendre la question, j'aimerais que vous nous disiez tout d'abord ce que sont ces émissions de gaz à effet de serre et comment, bien sûr, elles provoquent le changement climatique. Ensuite, expliquez-nous ce que vous pensez que l'Afrique peut faire. Je sais qu'il y a, bien sûr, un effort mondial pour les réduire. Comment l'Afrique peut-elle contribuer efficacement à ces efforts? D'accord, merci beaucoup. Je pense que sans entrer dans les détails scientifiques, je vais essayer d'expliquer simplement que les gaz à effet de serre ont la capacité de retenir la chaleur dans l'atmosphère, contribuant ainsi à l'effet de serre. Qu'est-ce que l'effet de serre? Je suis sûr que nous sommes tous entrés dans des véhicules qui sont restés longtemps au soleil. Lorsque vous entrez dans ces voitures, vous constatez qu'elles sont tellement chaudes qu'elles sont même plus chaudes qu'à l'extérieur. Cela est dû au fait que les rayons du soleil, les rayons UV, sont capables de pénétrer à travers la vitre et qu'ils sont conservés à l'intérieur, ce qui réchauffe l'intérieur du véhicule et lui fait perdre de l'énergie. Ces ondes ne peuvent pas retourner à l'extérieur, ou très peu sont capables de pénétrer la vitre et de sortir parce qu'elles ont perdu l'énergie qui leur aurait permis de pénétrer à travers la vitre. Elles restent donc conservées à l'intérieur. Le même phénomène se produit dans l'atmosphère, où les gaz à effet de serre qui se sont accumulés pendant de nombreuses années forment une sorte de couverture dans l'atmosphère, de sorte que lorsque les rayons du soleil frappent la Terre, ils sont réfléchis dans l'atmosphère et ne peuvent pas pénétrer à travers cette couverture. Ils sont donc retenus par les gaz, le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxyde nitreux et les gaz fluorés, qui ont la capacité de conserver la chaleur et d'exercer un réchauffement sur la Terre. Ce faisant, ils nous protègent, la vie humaine et la vie animale sur Terre, je suppose. Oui, bien sûr. Nous avons besoin de cette chaleur. Sinon, sans ces gaz, le monde serait un endroit gelé. Le dioxyde de carbone est principalement émis par la combustion, la déforestation et les processus industriels. Un autre gaz, le méthane, est libéré par la digestion du bétail, les rizières, par exemple, lors de la production de riz, les décharges et les dépôts de déchets municipaux, etc. Et l'extraction de combustibles fossiles. L'oxyde nitreux provient principalement de l'agriculture, des engrais que nous utilisons, par exemple, et les gaz fluorés sont principalement synthétiques. Ils sont produits pour être utilisés dans les processus industriels et dans les systèmes de réfrigération. Vous m'avez demandé de parler du rôle que l'Afrique peut jouer dans la réduction de ces gaz. La première chose à faire est de reconnaître que nous produisons très peu en tant qu'Africains, et que l'on ne peut donc pas comparer avec ce que les habitants du Nord produisent par personne. Mais, dans un esprit de travail d'équipe, il est nécessaire de s'attaquer à la question du changement climatique, et tout le monde doit participer à l'atténuation de ce phénomène à sa manière. En Afrique, par exemple, l'utilisation des énergies renouvelables est particulièrement importante.
Si nous investissons dans l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, pour réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles, c'est un moyen facile d'y parvenir. Pour la conservation des forêts, la protection et la restauration des forêts pour qu'elles agissent comme des puits de carbone. C'est une autre façon pour nous, en Afrique, de contribuer. Il y a aussi l'agriculture durable, parce que beaucoup de nos concitoyens travaillent dans l'agriculture et que nous dépendons beaucoup de l'agriculture pour notre survie quotidienne. Nous pouvons donc tirer parti des applications agricoles pour atténuer les gaz à effet de serre en encourageant les pratiques qui réduisent les émissions et renforcent le piégeage du carbone dans le sol. Enfin, nous devons bien sûr mettre en place de très bonnes politiques. Nous devons nous engager très activement dans les négociations internationales sur le climat. L'Afrique doit le faire de plus en plus et mettre en œuvre des politiques nationales de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Permettez-moi de vous poser une question. Elle fait peut-être partie de ce qui vient d'être dit, mais je voudrais poser une question sur notre mode de vie en Afrique, nos coutumes, nos traditions. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, nous pratiquons une agriculture traditionnelle. En tant qu'Africains, nous faisons certaines choses qui relèvent de notre culture et de notre tradition. Et certaines de ces pratiques ne s'alignent pas forcément sur les meilleures pratiques climatiques. Comment nos connaissances et pratiques traditionnelles peuvent-elles fusionner avec la science moderne? Comment les deux peuvent-ils travailler ensemble pour assurer une adaptation climatique efficace? Thank you very much. I think we've had, for millennia, over the years, our forefathers have used, for example, different ways of forecasting. Je pense que nous avons depuis des millénaires nos façons de faire. Nos ancêtres utilisaient différentes méthodes pour prévoir les saisons et le climat. Par exemple, en utilisant certains oiseaux pour savoir s'il va pleuvoir ou non, ou en utilisant certaines fourmis et certains insectes qui sortent du sol, ou certaines fleurs qui ne fleurissent que quelques semaines ou quelques jours avant la saison des pluies. D'autres communautés, comme celle des Masaï au Kenya, ont des vieillards spécialisés dans l'analyse des intestins d'un animal qui l'ont abattu et qui sont capables de prédire le temps qu'il fera. Ainsi, de nombreuses communautés à travers l'Afrique ont des façons très différentes d'annoncer les changements et les schémas météorologiques qui peuvent alors informer leurs activités agricoles et leurs autres activités de développement. Il est donc important que cela soit reconnu et intégré dans les méthodes scientifiques modernes d'évaluation des conditions météorologiques. Pour ce faire, il faut d'abord, bien sûr, reconnaître l'importance de ces connaissances, puis s'engager avec les communautés, disposer de mécanismes inclusifs permettant d'intégrer ces connaissances pour les mettre au service du développement. Par exemple, combiner les pratiques agricoles traditionnelles avec les prévisions climatiques modernes pour améliorer la résilience des cultures, parce que dans notre propre tradition, nous avons toujours produit de la nourriture avec succès, et nous avons également conservé la nourriture en utilisant certaines méthodes de conservation traditionnelles. Nous ne voulons donc pas nous en débarrasser et n'utiliser que les méthodes occidentales. Nous devrions en tenir compte. Il y a ensuite l'engagement communautaire.
En impliquant les communautés locales dans la planification et la mise en œuvre de l'adaptation au climat, nous pouvons faire en sorte qu'elles se sentent appréciées et qu'elles participent à l'apprentissage des nouvelles façons de faire et à leur mise en œuvre. La conservation de la biodiversité en est une autre. Nous devrions continuer à utiliser les connaissances écologiques traditionnelles pour protéger et restaurer l'écosystème, les exploiter et les intégrer dans la façon moderne de faire les choses. Enfin, il convient d'appliquer les connaissances indigènes en matière de modèles météorologiques et d'indicateurs naturels à la gestion des risques de catastrophes. Cela contribuera sans aucun doute à la mise en place de systèmes d'alerte précoce. Thank you. Thank you very much. Another question I have is in terms of the solutions to climate change. Merci beaucoup. Une autre question que je voudrais poser est la suivante. En ce qui concerne les solutions au changement climatique, vous en avez mentionné un grand nombre, mais nous avons tendance à penser qu'elles sont peut-être destinées à certaines personnes ou à certaines catégories de personnes. Comment rendre les solutions climatiques équitables de manière à ce que chaque couche de la société en bénéficie? Something that trickles down from conferences, international conferences, the COP and everything, to stakeholder engagement. Comment pouvons-nous nous assurer que ces solutions se diffusent depuis les conférences internationales comme la COP et tout le reste, jusqu'au engagement des parties prenantes, à l'adoption et à la mise en œuvre des politiques nationales et sous-nationales, jusqu'au niveau le plus bas de la mise en œuvre? Comment faire en sorte que tout le monde en profite? Yeah, okay, I see 4 ways here. First is inclusive policies, okay? Je vous remercie. Je vois 4 façons de procéder. La première est celle des politiques inclusives, c'est-à-dire la conception de politiques climatiques qui répondent aux besoins des populations les plus vulnérables au sein d'un pays et sur l'ensemble du continent. C'est très important. Et il ne s'agit pas seulement de les concevoir, mais de s'assurer qu'elles peuvent être mises en œuvre et que nous pouvons réellement vérifier les avantages qui découlent de la mise en œuvre de ces politiques inclusives. Deuxièmement, nous devons accéder aux ressources. Nous avons besoin d'un accès équitable au financement, à la technologie et à l'information pour l'adaptation au climat et l'atténuation de ses effets. Nous avons besoin de toutes ces ressources pour atteindre les bonnes personnes. Les personnes qui sont très engagées dans l'agriculture. Comment pouvons-nous nous assurer que l'éternel problème de financement est résolu pour qu'ils puissent accéder aux bonnes semences, aux bonnes technologies de plantation et à l'information sur l'adaptation au climat? Troisièmement, nous avons le renforcement des capacités. Nous devons assurer l'éducation et la formation pour donner aux communautés les moyens de participer à l'action climatique. C'est très important. Le renforcement des capacités doit se faire à différents niveaux, que ce soit à l'école, par le biais de cours de courte durée, ou simplement par la sensibilisation des habitants des villages. Et enfin, les filets de sécurité sociale. C'est très important. Nous devons mettre en œuvre des mesures de protection sociale pour soutenir les personnes touchées par l'impact du climat. C'est essentiel. Thank you. Now, one other question. In many sectors, young people are Merci beaucoup. Une autre question. Dans de nombreux secteurs, les jeunes sont mobilisés pour soutenir le plaidoyer en faveur de l'adoption et de la mise en œuvre des politiques. C'est le cas dans le domaine de la santé publique et dans de nombreux autres secteurs. Je ne sais pas si c'est également le cas dans le domaine du changement climatique, mais je vous pose la question. Tout d'abord, est-ce que cela se fait dans le secteur du climat? Et je suppose que ma question est la suivante. Est-il avantageux d'impliquer les jeunes, et j'ajouterai peut-être les femmes, dans les initiatives sur le climat? Ils ont généralement le pouvoir de mobilisation.
Ils se font entendre, ils sont très actifs et veulent faire bouger les choses. Ma question est donc la suivante. Avons-nous suffisamment de jeunes et de femmes sur le continent qui sont impliqués ou qui participent à des initiatives sur le climat? Et si oui, ont-ils suffisamment d'impact? Sinon, comment les rendre encore plus efficaces? Thank you for that. I think women and youth are very, very special constituencies when it comes to Merci pour cette question. Je pense que les femmes et les jeunes sont des groupes très spéciaux lorsqu'il s'agit du discours sur le changement climatique. Actuellement, les jeunes sont de plus en plus actifs dans l'activisme climatique, mais il manque souvent de représentation formelle dans l'élaboration des politiques. Il y a eu quelques initiatives ici et là par différents donateurs et bailleurs de fonds pour aider les jeunes à participer et à s'engager dans l'élaboration des politiques climatiques, etc. Mais il reste encore beaucoup à faire. Il en va de même pour les femmes. Les femmes jouent également un rôle crucial dans la résilience des communautés, mais elles sont sous-représentées dans les postes de direction et dans la prise de décision. À mon avis, ce qu'il faut faire à l'avenir, c'est ce qui suit. Nous devons impliquer davantage les jeunes dans les opportunités de leadership en créant des plateformes leur permettant de participer à la gouvernance climatique. C'est très important. Le deuxième élément est l'éducation. Nous devrions intégrer l'éducation climatique dans les programmes scolaires afin de pouvoir construire une génération informée et engagée parmi les jeunes. Et enfin, le soutien à l'innovation. Si nous disposions d'un financement et d'un encadrement des opportunités d'innovation climatique et d'entrepreneuriat menées par les jeunes, cela serait vraiment utile. Nous l'avons constaté dans des pays comme le Kenya. Les jeunes sont très compétents en matière de technologie de l'information et beaucoup d'entre eux ont proposé de nombreuses innovations qui peuvent être utilisées pour l'adaptation au climat et l'atténuation de ses effets. Mais pour les femmes, les solutions clés résident dans des politiques sensibles au genre, en s'assurant que les politiques climatiques prennent en compte les vulnérabilités et les capacités spécifiques au genre. Ensuite, il faut que les femmes soient mieux représentées. Accroître la participation des femmes à la prise de décision sur le climat à tous les niveaux. Et enfin, les programmes d'autonomisation. Si vous soutenez des initiatives qui renforcent l'autonomie économique des femmes et leur résilience sociale face au changement climatique, cela contribuera certainement à renforcer l'autonomie des femmes dans l'espace du changement climatique. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir de vous avoir parmi nous, Dr Evans Kitui. Avant de vous laisser partir, j'aimerais vous demander s'il y a quelque chose d'autre, peut-être un aspect qui vous semble digne d'être mentionné, ou peut-être quelques mots de départ pour nous. Je pense que je voudrais simplement vous remercier pour cette initiative. Il y a beaucoup d'idées fausses et de malentendus sur ce qu'est réellement le changement climatique, sur ses causes et sur le rôle que chacun peut jouer. Les gens ont toujours pensé qu'il s'agissait d'un problème réservé aux Blancs et que c'était donc à eux de le résoudre. Mais que nous raisonnions ainsi ou non, tout le monde sera affecté par le changement climatique et nous devons trouver des moyens de nous adapter, voire de réduire notre contribution à cette menace particulière. J'espère donc que mes quelques réponses suffiront à informer quelqu'un, quelque part, pour qu'il prenne les mesures qui s'imposent en matière de climat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Evans Kitui. Climate-related disasters claimed over 730,000 lives in Africa. Depuis 1970, les catastrophes liées au climat ont coûté la vie à plus de 730 000 personnes en Afrique. Le coût économique, un montant stupéfiant de 38,5 milliards de dollars américains. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais d'histoires de résilience, de lutte et de survie.
Alors que nous nous penchons plus profondément sur les défis climatiques de l'Afrique, n'oublions pas que les solutions sont à notre portée. Et comme nous en avons discuté aujourd'hui, nous pouvons faire la différence en explorant les mesures adéquates d'adaptation, d'atténuation et de résilience. Ce sont des outils dont nous avons besoin pour préserver notre avenir. Je m'appelle Caleb Ayong et je me suis entretenu avec le Dr Evans Kitui, associé principal de l'Institut du changement climatique et de l'adaptation, ICCA, de l'Université de Nairobi, au Kenya, et, bien sûr, expert en développement avec plus de 20 ans d'expérience, spécialiste dans le domaine du changement climatique. Merci d'avoir regardé cette première édition de Africa Unfiltered, une production vidéo de Vital Voices for Africa. Nous espérons vous revoir le mois prochain. Restez prudents et passez une bonne journée.